je vais essayer d'être... excusez-moi, hein, je suis un peu entamé parce que j'achève vraiment la promo, ça veut dire que ça fait 3 mois que je suis en... Et à la limite, quand je parle aujourd'hui, ça devient insupportable parce que j'ai l'impression... Je m'ennuie moi-même, comprenez? On est dans le même cas. Donc c'est un peu dur, surtout après ce déjeuner passionnant. Alors, pour parler de cette scène, c'est-à-dire que la scène, je l'interprète comme une régression, une vraie régression. Et un lien primitif. Un lien primitif à la chose qui me semble la plus sacrée et la plus noble en tout cas, ce lien entre la mère et l'enfant. Et ce qui m'amusait, ce qui me passionnait dans cette histoire, c'est d'avoir un postulat très réaliste au départ, d'avoir une mère qui cherche son enfant et qui remonte le cours d'un fleuve, qui passe de l'autre côté de la vie, donc peut-être dans une zone de mort, et qui retrouve son enfant multiplié à l'infini, au-delà des barrières sociales, culturelles, de race de peau, et qui retrouve son enfant dans un état presque animal, où peut-être que le père a été sacrifié, ou en tout cas offert en offrande à cette femme, par cette bande d'enfants. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'interprète. Ceci dit, voilà, ça n'a la valeur que de mon interprétation. Encore une fois, c'est un film que j'ai voulu sensitif, donc il s'adresse aux spectateurs. Donc après, l'interprétation, elle est à la, voilà, elle est chez le spectateur. Mais quand même, il fallait le tuer. Il fallait le tuer. Son père, il est coupable. Non, il n'est pas coupable, il ne fallait pas le tuer, simplement, c'est marrant parce que c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Par exemple, en Espagne, il y a quelques jours, j'étais avec un ami et lui, ça l'a mis très en colère, par exemple, le fait qu'on tue cet homme. Et il me dit, mais je comprends pas, on tue cet homme alors qu'il fait tout pour sa femme, il fait tout. Pourquoi est-ce qu'on le tue? Tu voulais faire un film révolutionnaire, finalement, tu fais pas un film révolutionnaire. Tu fais un truc hyper basique, c'est-à-dire qu'on tue le père, on fait l'amour à la mère. Ce qui aurait été dingue, justement, c'est de faire l'inverse. C'est de tuer la mère et que lui reste seul avec les enfants. Je me suis jamais posé la question, il y a quelque chose qui en découlait, qui me semblait normal. Et encore une fois, dans ce rapport primitif, je ne dirais pas primitif, animal, ce lien sacré entre ces enfants et cette mère nécessite, en tout cas pour qu'elle puisse renaître, pour qu'elle puisse être délivrée, il faut tuer le père. Enfin, il faut tuer le père. Il me semblait. Mais encore une fois, ça c'est mon interprétation. Alors visiblement, c'est une interprétation où là, je fais un choix de mise en scène qui est clair, qui est précis. Et vous le voyez comme un film fantastique, un film psychologique ou... Un film, monsieur. Un film. Ouais, je vois pas. Enfin, encore une fois, on parlait de genre tout à l'heure au déjeuner. Alors forcément, ma culture de cinéma, c'est le cinéma d'horreur, le cinéma fantastique. C'est ce que j'affectionne le plus et je viens de là. Je viens vraiment de là. Mais voilà, ici, j'ai voulu faire un film qui soit un film de cinéma. Et j'ai voulu essayer de faire un film avec des corps, dans un cadre souvent hostile. Et j'ai voulu fabriquer, avec du son et de la lumière et des corps, un film de cinéma. C'est vraiment ma seule et unique ambition. C'est comme ça qu'il faut voir également la caméra sur l'épaule dès le début du film, juste pour faire du cinéma? Ou ça a un sens autre? Non, alors ça, c'est vous parlez de choix de mise en scène, Donc après, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être singulier, personnel, d'avoir une patte, d'avoir un style qui soit propre. Mais encore, je cherche comme un jeune plasticien, comme un jeune peintre, avec des référents. Enfin, ce que faisaient les jeunes peintres italiens ou flamands à l'époque, c'est-à-dire qu'ils avaient des modèles et ils creusaient, il y avait des référents, et ils creusaient ils faisaient leur gamme. Moi, j'essaye de tendre vers quelque chose qui me soit personnel, propre, mais ça passe par des choix radicaux et singuliers. Et ces choix passent aussi par... je veux dire, je ne suis pas un metteur en scène, je refuse l'idée d'être un metteur en scène qui met en scène des scénarios. Je m'en fous de ça. Je veux faire des films. Je voulais demander à Emmanuel Béard comment vous avez préparé votre personnage, parce que tant psychologiquement que physiquement, là vous êtes amené à vraiment des limites. Comment vous l'avez préparé? Mais il n'y avait pas... Enfin, tant qu'on était en France, pour moi, il n'y avait pas grand-chose à préparer.
certainement pas l'idée d'aller recueillir des témoignages ou quoi que ce soit. Tout ça me semblait... Et même le... Enfin voilà, donc le travail a commencé à Bangkok. Et vous savez, pour les acteurs, c'est souvent des choses qu'on n'imagine pas et qui ne sont pas très intellectuelles. C'est plutôt commencer à porter une robe, enfiler des chaussures, regarder le metteur en scène, la façon dont il bouge, dont il vous regarde, regarder ses partenaires, tout ça. Et c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup rationaliser dans les interviews, à essayer de trouver des explications. Comme quand j'ai commencé, moi je disais j'ai commencé parce que j'adorais Romy Schneider. Bien sûr que non, j'ai commencé, je ne sais même pas pourquoi j'ai commencé. Donc on trouve des réponses pour vous alimenter, pour vous faire plaisir aussi, pour essayer de créer un contact avec vous. Mais dans le fond, tout ça, souvent c'est faux. Donc comment je l'ai préparé? Je l'ai préparé pas à pas. Et je l'ai préparé de façon tout à fait... D'abord j'ai imaginé, parce que pour moi, l'imagination, c'est très important, c'est le début de la compréhension. Donc, dans un premier temps, j'ai comme ça imaginé des choses, des fragments, des images. Et puis Fabrice était là tout le temps dans la préparation. Il était autour de nous, on a vécu à Bangkok, dans la fureur. Avant de commencer à tourner, on a commencé déjà à se côtoyer tous les uns les autres, techniciens. Le travail se fait comme ça. Et puis après, le voyage. La grande aventure qui est le film, c'est vraiment partie d'une scène qui est la scène du taxi. Et je me suis dit à ce moment-là, si on la rate cette scène-là, si on ne se trouve pas, en tout cas Rufus et moi, à ce moment-là, ça va être difficile. Et je ne connaissais pas Rufus du tout. Et ça fonctionnait sur l'idée de cet enfant, l'idée de la perte, de l'absence de cet enfant. On n'a pas eu besoin de se dire grand-chose, mais on avait une sorte d'incapacité à même prononcer son nom. Voilà. Les acteurs, on est des drôles d'animaux, on ne sait pas très bien comment on fait, avec quoi, avec un vécu bien sûr, avec des bagages certainement, mais aussi, Fabrice il parlait de son métier tout à l'heure, de sa réalisation, de cette façon dont il s'est emparé. Et je crois que pour nous, le plus beau cadeau qu'on puisse avoir, c'est la confiance, c'est-à-dire se dire qu'on va se lâcher, vraiment, corps et âme. Comme devant l'autel. On va dire, ok, d'accord, vas-y. Ça c'est mon corps, ça c'est ma tête, ça c'est mon cœur, prends-les. Mais ça c'est une chose qui n'est possible que s'il y a une confiance. Et cette confiance, je ne peux pas vous dire, elle est instinctive. Alors on ne le fait pas à chaque fois. Mais là on y a été. On y a été tous les deux, avec Rufus, corps et âme, et au jour le jour, avec après évidemment des choses qui nous aidaient énormément, qui étaient effectivement cette nature violente, hostile, qui nous rejetait. C'était aussi une grande part du travail. Et puis, une façon de perdre des repères aussi, parce qu'avec la caméra de Fabrice, on perd ses repères. On est déstabilisé en permanence, on est en déséquilibre. Quelquefois, on ne sait pas si on est dans le cadre, hors cadre, bord cadre. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on raconte d'autre que ça? J'ai pas besoin de dialoguer beaucoup, moi, déjà. J'aime pas tellement qu'on m'alimente de trop de mots. Comme dans la vie. J'aime bien sentir les choses. J'aime bien aussi être frustrée des choses. J'aime bien... Il n'y a pas eu de grand dialogue entre Fabrice et moi, mais il m'intéresse. Et à partir du moment où il m'intéresse, et à partir du moment où je suis curieuse, et j'ai vraiment encore cette faculté-là, heureusement, parce que sinon j'arrêterais, cette curiosité du monde de l'autre, après, j'y vais de façon sensorielle. Oui, j'ai toujours été très perturbée par l'Asie, parce qu'effectivement, je crois que nous avons des codes différents, et en même temps, je trouve que c'est tout ce qui fait aussi l'intérêt de ce couple occidental confronté à d'autres codes, et qui vont... il me semble que c'est un des centres d'intérêt aussi, des codes... de la vie, de la mort, de la confrontation à la mort qui ne sont absolument pas les mêmes. Je revoyais le making-of, je trouvais ça très intéressant parce que j'avais oublié à quel point notre équipe, qui était composée pratiquement que de Thaïlandais, croyait aux fantômes, aux esprits. Et je me suis rendu compte à quel point ils nous ont vraiment aidés et portés à faire ce film. C'est un pays justement qui me fascine dans toutes ses ambiguïtés, dans tous ses paradoxes, dans
dans son aspect The Beach, le film de Danny Boyle, et dans son aspect terrible, La Mousson. Dans sa nature luxuriante, vivante, organique, sexuelle, sa jungle incroyable et ses zones urbaines, ses banques incroyables et ses enfants qui crèvent par terre. Donc c'est un pays qui est complètement tiraillé, enfin, c'est un pays qui avec une pulsion de vie absolument incroyable, une énergie folle, une énergie qu'on a complètement perdue ici. Enfin, je veux dire, et puis les codes moraux sont complètement étrangers, nous sont complètement étrangers. C'est pas des judéo-chrétiens comme nous, c'est des bouddhistes majoritairement. Il n'y a pas de honte, de culpabilité, il y a un rapport au corps qui est complètement autre, les gens se touchent, il y a des clans, en même temps c'est très très rigide parce que les clans familiaux sont très présents. Il y a le respect de l'ancien, il y a une mafia, enfin, la prostitution et la pornographie n'existent pas officiellement alors que c'est un bordel à ciel ouvert. Non, c'est un pays absolument incroyable dans ses paradoxes. Et j'ai essayé non pas de faire un voyage touristique, de proposer un voyage touristique, c'est pas le cas du tout, au contraire, mais c'est simplement de donner à ressentir, à sentir cette moiteur, cet aspect moite, fiévreux d'une certaine taille. Incroyable, parce que je me souviens quand même que la première vision du montage que j'ai montré aux producteurs, ils étaient quand même très embarrassés, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit so what, quoi. Et je dis attendez, vous allez voir le son. C'est vraiment quand ça a été complet qu'ils ont compris ce dont je parlais depuis le début, quoi. Ça permet d'exprimer aussi l'univers intérieur peut-être. Oui, évidemment, évidemment, ça permet d'exploiter l'aspect dissonant et organique des personnages, que ce soit Jeanne et Paul, oui. Complètement dans leur fracture et dans leur descente aux enfers. Et dans leur côté lyrique aussi, et baroque. Je dis ça parce que j'ai l'impression qu'on a été au bout. Fabrice parlait de régression, alors après, il y a toujours la vue aérienne d'un metteur en scène, et puis il y a ce qu'un personnage vit, ce qu'un acteur construit à l'intérieur. Et j'ai eu l'impression, moi, qu'il y avait l'idée de la délivrance. En tout cas pour elle. Je ne dis pas, effectivement, elle se trouve dans une sphère étrange, et sans doute de l'autre côté du miroir, mais il y avait cette délivrance. Donc, et puis la sensation de ne pas pouvoir faire plus, de ne pas pouvoir, voilà, d'être arrivé au bout de ses forces, au bout de cette histoire, de l'avoir racontée, d'avoir été jusqu'au bout. Et donc quand on revient, c'est vrai qu'on n'est pas fatigué. Enfin, moi, j'étais pas fatiguée du tout. J'étais bien. Et on va dire que ça fait... Alors, c'est pas la première fois, mais ça n'arrive pas si souvent que ça. Je dis, moi, que j'ai dû en prendre pour 10 ans, là. Je pense. Moi, hein, après, je parle pas du désir des autres, mais moi, j'en ai repris pour 10 ans. D'envie, de désir. Alors que ça arrive, c'est important. Donc, les scènes dans la boue, c'était assez facile, oui. Ouais. Oui, enfin, il paraît que non, mais mes jambes ont oublié. Mon cœur n'a pas oublié, ma tête n'a pas oublié. Mais bizarrement, je sais pas, c'est assez jouissif en fait de souffrir aussi. Enfin moi, je trouve ça assez jouissif, il y a quelque chose comme ça. Et puis de toute façon, c'était la seule et unique manière de donner la vie à cette femme. Vous avez dû vous battre C'est-à-dire, je sais pas compris votre question. Pour devenir Jeanne, pour avoir le rôle. Ouais, enfin, je me suis pas non plus... Non. J'ai juste envoyé des fleurs à toutes les actrices qui ont dit non. Pas toutes peut-être, qui m'ont peut-être pas tout donné, pas tous les noms, mais je les remercie en tout cas vraiment. Donc je ne me suis pas battue. Simplement, c'est vrai que c'était pas une évidence pour Fabrice, et que peut-être que quelquefois l'image dépasse l'acteur et les médias envoient quelque chose, un message qui n'est pas la femme que je suis moi dans la vie. Et donc Fabrice a eu besoin de rencontrer la femme pour choisir l'actrice. Je parle à sa place, mais non, j'ai mis un pantalon, des bottes et un chemisier, puis j'y étais en essayant de me détacher le plus possible, alors que j'en crevais d'envie parce que j'avais vu le calvaire. Et puis il faut croire que ça marche,
cette sorte d'attitude, parce que c'est comme dans la vie, quand on est très très en demande, souvent, voilà, puis quand on a... Mais non, voilà, donc, mais en fait, s'il avait dit non, je pense quand même que je serais retournée. Je n'aurais pas lâché... Bon, ça n'a pas été non plus... Ah, mais c'est surréaliste. Mais bon. C'est moi qui aurais dû pleurer. Envoyer des fleurs. Enfin, c'est vrai. C'est un tournage heureux, hein. Ouais. Ouais, c'est relativement heureux. Difficile, physique, mais assez... ben ouais, on était tous un peu derrière la même cause. Enfin, on marchait tous ensemble vers le même but. On était fiévreux, vraiment. C'est-à-dire qu'on n'avait qu'une obsession, quand on rentrait le soir, c'est d'y retourner. Alors qu'on savait qu'il fallait un minimum manger, dormir, mais il y avait cette espèce de nécessité vitale de repartir. Et je sais pas, moi, j'ai pas besoin de silence avant les scènes. Je déteste, vous savez, il n'y a rien de plus terrible. On va tourner, tout le monde est silencieux, et moteur, il n'y a plus un bruit évidemment, et là une effroyable solitude. Moi je préférais qu'on ne même pas entendre on va tourner, moteur. Moi ça va, je suis dans mon... J'arrive à être avec beaucoup de gens et en même temps à rester dans mon truc. Donc j'ai pas besoin de cette... J'adore Depardieu par exemple parce que lui, il déconne jusqu'à la dernière seconde. Et moi j'adore ça. Auteuil aussi. C'est-à-dire que c'est hop, moteur, c'est fini, c'est mis en marche, parce que le travail est là, parce que le personnage, voilà, parce qu'on est extrêmement concentré dans le fond. Donc... On a l'impression aussi que vous aviez beaucoup de liberté sur le tournage, parce que vous disiez que la caméra, vous ne saviez même plus où elle était. J'exagère Aussi... un peu. Oui, je ne savais pas quelle focale ils étaient. Ça doit être une libération aussi pour vous, non? C'est peut-être aussi... Non, mais il y a eu des moments de révolte quand même. Hein. Je dis où tu es, où tu es, parce que mais en voyant le film, j'ai vraiment regretté de m'être révoltée parce que j'avais l'impression de temps en temps qu'il nous perdait. Et en fait, non, pas du tout. Mais bon, il nous a fait des coups pendables. On arrivait quelquefois à 6h du matin, prêt, fiévreux. Et puis, lui et Benoît Deby, qui est le chef opérateur, qui est aussi quelqu'un de très brillant et qui a complètement, voilà, qui est aussi l'âme de ce projet aussi. De temps en temps, ils partaient parce qu'ils avaient un délire, ils avaient vu quelque chose qui était une sorte de miroir de ce qu'on vivait nous, dans nos corps, et donc ils passaient 2, 3 heures, 4 heures, mais ils ne se rendaient pas compte. Nous, on n'avait pas déjeuné, on était sur le bateau, et tout d'un coup, ils revenaient fous de joie, mais fous de joie. On se faisait allumer. Hein. Et nous, on était consternés. On se disait, mais ils sont fous, ils sont fous. On avait des moments où on a l'impression de tourner avec des fous, oui, c'est sûr. Bientôt derrière la caméra, et vous devant. Pour vous, non, mais moi, je ne suis pas un acteur. Je suis incapable. Emmanuel va réaliser un film. Oui, dans lequel va jouer Fabrice. Non. Moi, si seulement j'étais un peu plus construite, peut-être que j'aurais réussi, après toutes ces années d'écriture, à raconter une histoire, mais c'est très fragmenté ce que j'écris, donc c'est jamais, ça fait... Et en même temps, au bout d'un moment, je pense que enfin, ça boue, en tout cas, c'est là quelque part. Alors, souvent c'est là parce que aussi, et c'est peut-être pour ça que je ne le fais pas encore, parce que c'est pas la bonne raison, c'est là souvent parce que je suis en colère contre le regard, et que j'aimerais porter le mien. Je suis un chef d'entreprise, j'aime bien, moi, diriger aussi. J'aime bien prendre un projet au départ, le vivre, driver une équipe, j'aimerais bien monter, j'aimerais bien mettre moi aussi, voilà, et quelquefois, il y a un sentiment de frustration de n'être là qu'à une étape. Et puis, c'est pas notre regard. Nous, notre regard, il s'infiltre dans le regard, encore une fois, aérien d'un metteur en scène. On n'est pas là pour... on est là pour rentrer dans une autre culture, dans une autre philosophie, dans une autre religion. Tout ça, c'est le metteur en scène. Donc, de temps en temps, oui. Mais bon, pas encore. Mais bon, je reviendrai ici, c'est évident. Maintenant, j'ai compris que c'est ici qu'il faut venir quand on passe de l'autre côté. Voilà. Mais est-ce que dans le deuil, il faut pas... Est-ce qu'on ne voit pas finalement autour de nous toujours
dans le deuil, est-ce qu'il ne faut pas toujours trouver un coupable aussi? Est-ce qu'on n'a pas toujours besoin d'un coupable? Il y a mille et une interprétations. Oui. Peut-être qu'il a réellement laissé partir, peut-être qu'il lui a lâché la main, peut-être qu'à un moment donné c'est un reproche. Peut-être que ça a été quelque chose dans le déni aussi pendant longtemps qui ressurgit dans... Mais rien n'est arrêté en tout cas à part de vous. Rien n'est figé. Et puis, est-ce qu'on n'est pas très matérialiste? Est-ce que dans le fond, dans cette mort avec la caméra au-dessous, on ne peut pas imaginer une assomption? Est-ce que la mort, c'est simplement des entrailles à Clément? Et puis c'est une délivrance aussi. Et puis la mère, on n'a pas dit qu'on n'a pas tué la mère non plus. Oui, c'est peut-être la suivante. Ouais. Non mais on ne sait pas où elle est la mère. Allez, on ne sait pas. Est-ce qu'ils ne sont pas partis tous les deux? Ça va faire des entrées, ça. Tâche de sang. Mais bon. J'ai vraiment cherché à laisser un goût, un arrière-goût, quelque chose de physique, enfin, comme un anticorps, quelque chose qui voilà, et j'ai essayé de provoquer en tout cas cette réflexion que le film accompagne le spectateur au-delà de la salle, au-delà du restaurant, au-delà même peut-être le lendemain matin. Et c'est ce que j'avais essayé de faire aussi avec Albert d'une autre manière, mais c'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse c'est de faire des films qui laissent, quitte à provoquer, quitte à diviser de manière terrible. Mais je préférais toujours ça que quelque chose de tiède et d'indifférent. C'est pour ça que je ne me vois pas aujourd'hui faire des films qui sont des films de divertissement où au générique fin on a Justin Timberlake qui commence à chanter, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui m'est inconcevable. Alors bien sûr je devrais pour des raisons commerciales et pour le bien de ma famille, je devrais y penser, mais à un moment donné ça m'est complètement étranger. Je crois que je ne pourrais pas faire ça aujourd'hui en tout cas. Je n'ai pas de regrets, c'est-à-dire que j'ai été au bout de ce que je me suis surpassé pour faire ce film, je me suis vraiment dépassé, j'étais au-delà de mes limites physiques. Le film existe aujourd'hui, alors certes il ne marche pas bien en salle, mais il est vendu partout à l'international. Le film aura probablement une seconde vie si j'arrive à faire un succès peut-être dans les années qui viennent, il sera redécouvert. Calvaire est un petit film qui n'avait pas c'était un premier film, donc on est un peu plus clément avec les premiers films. Il n'avait pas bien marché non plus, ça avait été plutôt catastrophique, même aujourd'hui, dans une certaine communauté, il force le respect. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est d'être légitime et d'être, voilà, et encore une fois, légitime, quoi, et que les films arrivent à forcer le respect. Alors, je dis pas que c'est des films, bien sûr, c'est un film perfectible, mais voilà, aujourd'hui, je suis débarrassé de ça. Je peux envisager sereinement la suite. Quoi qu'il arrive, ça m'appartient pas, ça nous appartient plus le public. Après, le public il vient pas. Et puis les films après ils ont des vies. On préférait qu'ils viennent. Hein. Ah oui, on préférait demain. Non, parce que c'est important, parce que ça nous permet à tous de pouvoir continuer. Moi, je suis plus nostalgique que Fabrice. Je n'ai pas oublié non. Mais bon, la vie continue. J'ai fait un autre film après, qui s'appelle Mes stars et moi, qui sort bientôt. Donc voilà, j'ai d'autres projets, oui, la vie continue, mais oublier, non. Enfin, j'ai pas envie de l'oublier. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas envie. L'aventure était trop hallucinante, trop incroyable pour avoir envie d'oublier. C'est comme des êtres qu'on rencontre, on peut effectivement ne plus les voir, mais oublier, non. Alors je sais que parfois ça déstabilise, oh là, tu fais jouer le petit garçon mort par ton propre fils. Mais moi je crois pas, je suis pas superstitieux pour 2 francs, je veux dire, moi c'était juste, je voyais le côté pratique, quoi. J'avais mon petit garçon près de moi, de temps en temps, il participe à une aventure hors du commun, il s'en souviendra toute sa vie, dans 10 ans il pourra faire le malin à l'école, c'est plutôt cool, quoi. Et ça amusait? Non. Non, avec un père qui lui disait marche pas au canard, il lui mettait des masques sur la tête, non. Oui, je crois que ça l'a un peu troublé, je crois. Je crois qu'il sera jamais acteur. J'ai l'impression. Voilà, c'est un peu comme dans l'épisode
l'épisode de Striptease, vous savez, ce père qui rêvait d'être champion de motocross et qui n'est jamais arrivé et qui fait vivre à son fils l'enfer. Il dit tu dois y arriver, tu dois gagner, machin. Ouais, j'étais un peu comme ça, c'est-à-dire que j'aurais tué père et mère moi, pour faire un tournage quand j'étais enfant. Et j'étais un peu dans cette dimension-là. Je dis tu vas tourner, tu fermes ta gueule, tu tournes. Ça y est, vous l'avez tué. Non, j'exagère, mais c'était un peu... Non, c'était juste la voir. Et puis ça s'est pas si mal passé que ça, il m'en garde un souvenir. Et disons que ce qui se passe, c'est que souvent à l'école, voilà, tout le monde l'embête à l'école, il comprend pas, par exemple, donc tout le monde l'embête en disant les institutrices, machin, il vient me dire, mais alors, tu as tourné avec Emmanuel Béard et tout ça. Et lui, mais oui, j'ai tourné avec Emmanuel Béard, c'est quoi le problème? Et puis il comprend pas il comprend pas encore la notion de célébrité, ça c'est un truc qui... Enfin là, il comprend maintenant, mais à l'époque, il comprenait pas ça. J'ai un très petit zizi, c'est terrible, c'est un vrai complexe chez moi et je suis écrasé par la femme. Ma mère avait des très gros seins et je suis terrorisé par la figure féminine. Donc c'est pour ça, je fais du cinéma pour ça. Non, bon, ça c'est un petit peu une manière de tourner ça en dérision, mais déjà, pour écrire une histoire comme ça, il faut bien puiser quelque part. Non mais je vais vous expliquer de manière très simple, ça s'est passé vraiment assez simplement, c'est-à-dire que j'avais envie de faire un remake espagnol d'un film qui s'appelle Les Révoltés de l'an 2000, qui met en scène un couple qui est confronté à des enfants tueurs qui veulent se venger du monde adulte, qui est un film que j'affectionne très particulièrement, et pour des raisons juridiques, nous n'avons pas réussi à avoir les droits, et voilà, j'avais vraiment envie de mettre en scène communauté d'enfants sauvages. En même temps, j'avais envie, avec le temps, j'avais envie de gratter, de creuser quelque chose d'un peu plus profond. Encore que je dis ça très, très simplement, hein, mais... Et donc il y a un autre film qui m'obsède depuis très longtemps, qui est Don't Look Now de Nicolas Roeg, que j'ai dû voir plus de 20 fois. C'est vraiment un film qui m'obsède et qui continue à m'obséder. Bon, bien que maintenant j'arrive un peu au terme de cette obsession, mais... Et puis le tsunami est arrivé et j'ai eu l'idée d'avoir un postulat de départ avec cette métaphore, cette toute-puissance, la nature toute puissante en arrière-plan. Et donc voilà, après mon producteur m'a envoyé en Thaïlande, j'ai découvert la Thaïlande, je suis tombé fou amoureux de ce pays, il y a eu une immersion peu à peu, et donc voilà, j'ai eu envie de raconter cette histoire-là. Et encore une fois, cette idée de cette quête d'objets uniques qui se multiplient à l'infini, au-delà de tout, dans un monde autre, était une idée poétique, transgressive, qui me plaisait énormément. Et voilà, j'en suis resté là. Après, par rapport au style et aux références, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, encore une fois, je suis un très jeune metteur en scène, c'est mon deuxième film. Je travaille, j'essaie de trouver un style propre, comme un jeune peintre, essayer d'essayer en tout cas d'avoir l'ambition de passer maître un jour. C'est mon ambition aujourd'hui, je suis un jeune metteur en scène, j'espère un jour pouvoir faire des films qui soient recevables et fédérés le plus possible, avec une vraie radicalité, avec un vrai style propre. J'en suis encore loin, probablement. Moi je trouve que le style il existe déjà, et j'aime beaucoup cette manière de traiter l'image de manière très sensorielle, qui vire carrément vers l'abstraction à certains moments, mais... Ouais, complètement. Ouais. Et vous me voyez comme ça, écrasé par la femme. Non, ça c'était juste pour vous provoquer un petit peu. Mais... Peut-être. Je crois que c'est votre grand-mère vous a dit, je pense que c'est au début de votre carrière, tu fais des progrès, mais tu n'es pas encore une bonne actrice comme Juliette Binoche. Est-ce que ça vous avait stimulé à l'époque? Je ne savais pas qui était Juliette Binoche. Parce que moi, j'ai une façon très particulière et réelle de vivre le cinéma. C'est-à-dire que souvent, il y a des références, même Fabrice a des références à des metteurs en scène, de grands metteurs en scène, et je suis obligée d'appeler des amis pour qui me prêtent les cassettes. Voilà, j'ai tellement pas été élevée dans ce monde du cinéma, ni du théâtre, ni de l'opéra, ni de la peinture, j'ai tellement été élevée dans les vignes, au bord de la mer, et sans aucune référence culturelle, réellement, n'ayant pas lu un bouquin avant l'âge de 14 ans, je crois, enfin, obligée à l'école de lire Molière, Racine, mais vraiment. Donc moi je puise vraiment de façon très 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 sensorielle et animale
moi j'ai les pieds par terre, quoi. J'ai la corne aux pieds, j'ai les pieds par terre et je suis... donc, quand ma grand-mère c'est bien, parce que ma grand-mère c'est la seule personne qui est capable de me dire des horreurs, et puis qui a un jugement très critique sur ce que je suis. Dans toute ma famille d'ailleurs, toute ma famille. Mais elle particulièrement, et son avis m'intéresse. Voilà. Et elle trouve que Juliette Binoche, et elle a raison, aujourd'hui, maintenant je connais bien le travail de Juliette. Juliette est une très 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 bonne actrice, je trouve, moi aussi. J'ai beaucoup d'admiration pour elle, mais dans le fond, je ne sais pas si ça m'intéresse d'être une très très bonne actrice. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Un jour, que j'avais demandé à sauter dans des problèmes existentiels, métaphysiques, j'avais dit, Claude, je crois que je ne suis pas une bonne actrice. Et il s'était mis dans une colère, une rage terrible au téléphone. Il me dit, une bonne actrice, c'est 98% de concentration et 2% de talent. Et ouais, mais c'est resté. Voilà, j'aime bien. Voilà, j'ai quand même rencontré des types formidables, il faut bien le dire. Donc, ils m'ont beaucoup appris. Et en plus, pour revenir à Juliette, vraiment dont j'admire, en plus ce que j'admire beaucoup chez elle, comme chez Huppert, sont des gens qui ont ouvert. Elles ont ouvert les fenêtres vers l'étranger, elles sont parties. Je ne parle pas du tout d'Hollywood, je parle d'ouvrir vraiment vers le monde. Et je trouve ça très intéressant comme démarche. Si je devais envier quelque chose à Juliette, ce serait ça. Ce serait d'être rentrée aussi vite, après Mission Impossible, chez moi, en fermant les portes, la clé, les fenêtres. Et je regrette, j'aurais dû ouvrir plus. Voilà. C'est pas trop tard? Mais, oui, c'est pas trop tard. Non? Non, il n'y a pas de retraite pour les acteurs, mais bon. Non, c'est pas trop tard. Et puis aujourd'hui, cette curiosité-là, je l'ai vraiment. Mais c'est pas simple, c'est parce que c'était une coproduction film fort et c'était, voilà, pour eux ça avait du sens que les acteurs parlent anglais. Enfin, parce qu'au départ, on était sur un casting anglais, en tout cas le couple, c'était un casting à 100% anglais. Et il se trouve que pour des raisons de protocole, etc., trouver une actrice en Angleterre, voilà, c'est un peu compliqué parce qu'il y a les straight offers, c'est pas comme en France où on peut balancer son scénario un peu à tout le monde et puis après on attend que ça morte, quoi. En France, il y a vraiment un truc et voilà. Et donc à un moment donné, mon producteur m'a dit allez, on y va. Enfin voilà, c'était juste pour ça. Alors bien sûr après, pour des raisons internationales, machin, c'était plus simple. Et puis en Thaïlande aussi, les Européens avec les Thaïlandais, ils parlent en anglais. Ouais. Donc c'est juste pour ça. Vous avez trouvé facilement, comment ça se fait que vous avez trouvé un producteur anglais? J'ai un producteur français qui est mon camarade, qui s'appelle Michael Gentil. Et il se trouve qu'après Calvert, on a été approché par un producteur, par les gens de Filmfort qui voulaient développer quelque chose avec nous. Et donc c'est comme ça qu'on a développé un peu Vignane, avec le temps. Avez-vous envie, Emmanuel Bert, de refaire du théâtre? Oui. Mais avec des gens très particuliers. Genre, ça pourrait être Olivier Py, Pascal Rambert. C'est-à-dire que j'ai envie de refaire du théâtre parce que dans les grandes aventures de théâtre, il y a eu Bondy, il y a eu Jean-Pierre Vincent, il y a eu dans des théâtres subventionnés souvent. Et j'avais l'impression de faire ce que je n'ai jamais fait, ce que je n'ai jamais aimé avant. C'est de retourner avec mon cahier, mon crayon, et de puiser, de creuser, de labourer cette terre qui est un texte. Et j'ai trouvé ça passionnant. Et donc, dans ce genre d'aventure, sans être tête d'affiche, sans cette responsabilité-là, vraiment dans l'idée de l'équipe, du travail, de groupe, que peut être le théâtre. Et évidemment, il faut trouver le rôle, mais oui, j'en ai très envie. Très, très envie. Oui, je suis là. Non, sa principale qualité, comme son... Moi, j'ai des qualités pour Emmanuel, et pas parce qu'elle est là. Je ne peux être... Enfin, c'est de m'avoir fait confiance, et de m'avoir donné toute sa confiance. Allez, jusqu'au bout. un petit défaut. C'est une actrice. Emmanuel, allez, à vous. Vengez-vous de sa principale qualité et son principal défaut, Fabrice. Oui, petit zizir, tu sais. Non, mais ça, je ne considère pas ça comme un défaut. Alors, attendez. Alors, sa qualité principale. Sa qualité principale. Il en a. Si, il en a. Pas de censure. D'accord. Pas poli. D'accord. Ok. Et son gros défaut? Peut-être le même. Pas de censure. Ok.
Merci à vous. Non, des défauts, il y en a beaucoup, mais je... Il est belge. C'est pas un défaut. Je rigole, moi je suis belge. C'est pas très Oui, non, non. Moi, c'est pas du tout un défaut. Je suis belge. bien. Ah, J'ai d'accord. non, ça peut pas être un défaut pour moi. Non plus, comme l'autre. Ah, si c'est pour la télé belge, ça va mieux déjà. Parce que c'est chez lui. Tout le monde va le savoir. Hein. C'est quoi? Bah, parce que tu dis sur toi. Et comment vous êtes arrivé dans le cinéma? Parce qu'il y a plein de moyens d'y arriver. Je couche. Excusez-nous, hein. Excusez-le. Excusez-nous, on est en fin de parcours, on a... C'est le côté pas de censure, ça. Je l'avais dit, hein. Il faut reconnaître l'acharnement, c'est toujours Qu'est-ce que agréable. vous voulez que je dise ça? Quand je suis arrivé dans le cinéma, j'ai envie de faire des films, depuis toujours. Et c'est pas une croisière, hein. C'est difficile de faire des films. Enfin, surtout faire des films comme j'essaie de faire, quoi. École, pas école? Mais non, moi j'ai étudié le théâtre, puis le conservatoire, j'ai fait l'INSAS, mise en scène théâtre. En même temps, je regardais la journée, j'étudiais le théâtre, puis le soir, je regardais des films de Fulci ou d'Argento. Donc ma schizophrénie elle vient peut-être de là. Je sais pas. Dernière question. Pas de dernière question? Bon, Ouais! Merci. Merci à vous. au revoir. Merci beaucoup. Je voudrais tout juste faire une photo devant nous.